Bonjour. Bonjour, mon nom c'est Richard Martin. Je suis le président directeur général de l'Académie canadienne de leadership et développement du capital humain. Bienvenue ce matin ou cet après-midi pour ceux qui sont en Europe ou en Afrique ou ailleurs au monde. Et puis, je suis très content de vous avoir ce matin. Euh, on va parler du leadership face à la crise. Et puis, l'idée dans tout ça, c'est que face à cette crise, euh, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment est-ce que je dois diriger? Quels sont les éléments de leadership qui sont importants pour moi? Et ça peut être en tant que personne, ça peut être en tant que chef d'équipe, responsable d'une équipe, responsable d'une entreprise, d'une division au sein d'une entreprise ou d'une organisation quelconque, ou encore au niveau étatique, gouvernemental. Donc, ce que j'entends faire ce matin, c'est vous présenter euh, un ensemble d'informations qui, je crois, vont être utiles à vous et à vos collègues pour gérer la situation durant la crise actuelle du COVID-19. Bien entendu, je mets l'accent sur le COVID-19 pour l'instant, aujourd'hui, mais il faut savoir que les principes que je vais présenter aujourd'hui sont tous applicables, sont applicables à toutes les sortes de crises et à la gestion de la continuité des affaires, continuité des opérations et gestion des mesures d'urgence en général, ainsi que certains éléments de gestion des risques qui ont une connexion très évidente avec le leadership en situation de crise. Donc, sans plus tarder, je vais partager l'écran de cette façon. Comme ça, on va pouvoir constater que vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure. Je veux juste être sûr que tout est en ordre avec mon système ici. Hier, j'ai fait un live stream sur YouTube, sur notre canal YouTube, canlead.tv. L'important aujourd'hui, c'est que j'ai ajouté un peu. Hier, à un moment donné, à peu près aux 2 tiers de la présentation de la vidéoconférence, le signal a été interrompu. J'espère que ça ne se produira pas aujourd'hui et qu'on va pouvoir avoir un live stream ininterrompu. Il y a aussi la possibilité pour vous de faire de poser des questions par l'entremise du chat live. Je vous demanderai de garder vos questions sur le sujet qu'on est en train de discuter et de présenter ça pour que je puisse répondre à ces questions-là au fur et à mesure si je trouve qu'elles sont pertinentes. Donc, sans plus tarder, allons-y pour la présentation. Donc, j'ai décidé de présenter ça de façon graphique comme ça parce qu'il y a des éléments là-dedans qui qui s'apprêtent très bien à une présentation graphique, une présentation visuelle. Chaque personne apprend de façon différente, donc la combinaison de graphique et de visuel avec l'auditif, et puis de pouvoir voir les expressions faciales et tout ça, je pense que ça va être le plus efficace. Donc, le leadership face à la crise. Comme je vous dis, je suis le PDG de l'Académie CanLead, qui est l'Académie canadienne de leadership et développement du capital humain. Notre mission, c'est de transmettre aux dirigeants et cadres des pays émergents l'expertise et le savoir-faire canadien en matière de leadership et de développement du capital humain, afin de relever avec succès les défis de la modernisation, de la mondialisation et de la bonne gouvernance. Donc, ce qu'on vit actuellement avec la crise de la pandémie du COVID-19, c'est un résultat de la modernisation et de la mondialisation, et ça exige un leadership efficace et averti et aussi une bonne gouvernance. Donc, je pense que c'est très approprié dans le contexte de notre mission. Nous, ici à l'Académie CanLead, on a de nombreux experts dans plusieurs domaines en matière de gouvernance, de leadership stratégique et opérationnel.
Moi, en particulier, ma spécialité, c'est le leadership en situation de crise, les mesures de continuité d'affaires et les mesures de gestion de crise. Donc, j'espère que vous allez trouver ça intéressant et utile. Donc, continuons avec cette présentation-là. Qu'est-ce que je vais couvrir aujourd'hui? Le contenu, c'est pas strictement, je ne suivrai pas strictement cet ordre-là, mais à un moment donné, je vais avoir touché à tous ces éléments-là, tous ces thèmes-là. Donc, comment apparaissent les crises et comment évoluent les crises? Donc, l'apparition et l'évolution d'une crise, et en même temps, comment est-ce que le leadership doit s'adapter à la crise et aussi à l'évolution de la crise. Deuxièmement, je vais parler des réactions psychologiques individuelles et collectives, ainsi que la dynamique de groupe et la dynamique organisationnelle. Parce que ces éléments-là, ces thèmes-là sont très importants pour l'exercice du leadership en situation de crise. Et on va regarder les différents aspects du leadership en général, mais spécifiquement appliqué à une situation de crise. Et puis ensuite de ça, si on a le temps, on va terminer avec d'autres conseils pour diriger correctement et efficacement en situation de crise. Okay. Donc, je vois qu'on a des gens qui se joignent à nous. Bienvenue. Et puis, je suis bien content de voir qu'il y a un nombre de participants. Et puis, je vous encourage, comme j'ai dit, à poser des questions. Avant de commencer, j'aimerais ça souligner quelques définitions importantes. Je vais essayer d'activer ma souris. La première définition qui est cruciale, c'est qu'est-ce que c'est le leadership? Chaque personne, si on demande à 20 personnes, c'est quoi leur définition du leadership, on va avoir 30 définitions. Pour moi, c'est la définition que moi j'ai apprise en tant qu'officier dans l'armée de terre canadienne. C'est l'art d'influencer les autres dans le but d'accomplir une mission ou d'atteindre un objectif souhaité. Le chef, le leader, a deux fonctions spécifiques. Premièrement, c'est inspirer les autres. Et puis, deuxièmement, c'est gérer. Qu'est-ce que c'est inspirer? Bien, c'est influencer. C'est chercher à inspirer la motivation et à soutirer le meilleur de chaque personne. Donc, on voit qu'en situation de crise, l'inspiration va être cruciale pour le bien-être et aussi pour l'efficacité de l'équipe, du groupe, de l'organisation, etc. Quand on parle de gérer, c'est qu'on parle de structurer et d'organiser le travail. Et vous allez voir plus tard que les deux sont cruciaux dans le contexte de la gestion de crise. Maintenant, la deuxième définition importante, c'est qu'est-ce que c'est une crise? Et puis, la raison pourquoi je veux avoir cette définition-là, c'est parce comme le leadership, on va demander à 10 personnes différentes, on va avoir 15 définitions d'une crise. Pour moi, une crise, c'est une situation où le contexte et les exigences changent plus rapidement que notre capacité d'adaptation, qu'on soit un organisme, un individu ou une organisation ou un pays au complet. Donc, il devient impératif dans une situation de crise, le temps devient impératif et l'information. Je vais y arriver dans quelques secondes. Donc, je regarde, pas encore de... Bon, on a beaucoup de gens, il semblerait avoir beaucoup de gens du nord de l'Afrique, du Maghreb. Bienvenue à tous. Bien content de vous avoir. Donc, comment est-ce qu'une crise va apparaître et comment est-ce que ça va évoluer? Bon, premièrement, vous avez sûrement déjà vu ce genre de courbe, c'est ce qu'on appelle une courbe logistique. L'idée, c'est qu'au début, il y a un facteur ou il y a un phénomène de croissance. Donc, dans ce cas-ci, on peut parler d'une crise et spécifiquement de la pandémie. Au début, la pandémie est très lente, donc l'infection, le virus se répand lentement dans la population. Mais à un moment donné, il atteint un point d'accélération où on a l'impression de faire face à une accélération ou à une croissance exponentielle.
Exponentielle, ça veut dire que ça va atteindre toute la société au complet. Mais dans la réalité, on atteint un point de bascule qui est à peu près au milieu de la courbe ici, où la croissance commence à ralentir jusqu'au moment où on atteint un plafonnement. En d'autres mots, que ce soit une crise de n'importe quel type, mais en particulier d'une épidémie ou d'une pandémie, il y a une limite au nombre de personnes qui peuvent être infectées ou au nombre de personnes qui peuvent être contagieuses ou qui vont en mourir. Donc, les effets de la crise ici vont aller en croissant avec le temps et ces effets-là peuvent être le nombre d'infections ou le nombre de décès. Ce qui est important, c'est qu'au début, la crise va être en train de se développer, mais on n'aura pas nécessairement conscience de cette crise-là. À un moment donné, il va se développer une prise de conscience. Au début, par exemple, dans le cas du COVID-19, c'était des épidémiologistes, les médecins spécialisés en épidémiologie, les chercheurs en épidémiologie, les spécialistes en santé publique et puis en maladies contagieuses. Donc, ils ont commencé à sonner l'alarme. Mais avant qu'il y ait une prise de conscience généralisée, il y a un certain laps de temps avant que la société ou les organisations ou les individus commencent à réagir. C'est là que le rôle du dirigeant, le rôle du leadership devient critique. Parce que quand des gens qui connaissent bien l'épidémiologie et qui ont des connaissances scientifiques avancées sont capables de dire oui, on est en proie à une pandémie ou une épidémie. Les dirigeants doivent prendre ça au sérieux et au moins considérer la possibilité que la situation va se développer telle que c'est proposé par les chercheurs et les spécialistes. Maintenant, quels sont les facteurs de succès pour diriger en situation de crise? On voit ici le fameux diagramme ou graphique qui a été propagé un peu partout au monde pour décrire la tâche essentielle auquel nous étions confrontés, le défi. C'est-à-dire, si on a une transmission non contrôlée, on ne prend aucune mesure, on va rapidement déborder les capacités du système de soins de santé. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est, l'expression est maintenant passée dans la terminologie commune, c'est d'aplatir la courbe. Donc, soit dit en passant, cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle une courbe logistique et ça correspond d'une autre façon à cette courbe-là en S. Donc, c'est une fonction logistique, je vous fais grâce des détails, là. Mais l'important, c'est de comprendre que ce qu'on essaie de faire, c'est de contrôler la transmission, de ralentir la propagation du virus pour arriver à une situation où on minimise l'impact ou le dépassement de la capacité du système de soins de santé et des autres systèmes aussi dans la société, que ce soit l'approvisionnement, les systèmes de logistique, les systèmes de transport, etc. Donc, quels sont les facteurs de succès pour ce type de crise-là? Et en fait, ce sont les facteurs de succès pour tous les types de crises. Premièrement, c'est la qualité de l'information. Donc, actuellement, il y a beaucoup de discussions à savoir quel est le taux d'infectiosité du COVID-19. Quel est le taux de propagation? Quel est le taux de morbidité, c'est-à-dire combien de personnes deviennent malades et quel est le taux de mortalité, combien de personnes en meurent. Toutes ces questions-là sont une question qui dépendent de la qualité de l'information. Bon, dans ce cas-ci, c'est une question scientifique. Il y a des questions de statistiques, de probabilité, etc. Il y a des experts pour parler pour donner des conseils sur ces facteurs-là. Mais la qualité de l'information est cruciale. Si on avait ici une pyramide, on mettrait la qualité de l'information à la base de la pyramide.
La qualité de l'information va influencer la qualité des décisions. Donc, on voit que si on est un dirigeant, si on a des responsabilités de leadership, peu importe notre domaine de leadership ou notre niveau dans la société, la qualité de l'information et la qualité des décisions qu'on va prendre vont être extrêmement cruciaux. Pardonnez-moi, je joue avec ma souris et ça fait ça. Les décisions, dans ce cas-ci, ce qu'on cherche à faire, c'est d'aplatir la courbe. Qu'est-ce que l'aplatissement de la courbe nous permet de faire? On ne change pas nécessairement le nombre de personnes qui vont être infectées. Par contre, ça nous permet d'acheter du temps, de nous donner du temps pour mieux équiper notre système de santé, mieux équiper nos salles d'urgence, nos salles de soins intensifs, permettre aussi d'éduquer les gens sur les dangers, sur les risques, prendre aussi des mesures économiques, des mesures sociales, des mesures sanitaires pour être mieux en mesure de travailler et de prendre le contrôle et de prendre le dessus sur la crise. Donc, on veut ralentir la crise et puis reprendre le dessus. Donc, reprendre l'initiative, passer à l'offensive. Donc, ce qu'on voit ici, quand on parle de ralentir la crise, c'est ce que l'aplatissement de la courbe fait. Peu importe le type de crise, ce qu'on veut faire, c'est obtenir une information de bonne qualité, même d'excellente qualité, prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir acheter du temps, se donner du temps, ralentir la crise et puis reprendre le dessus. Si vous vous souvenez, au début de la vidéo, je parlais du fait qu'une crise, c'est quand la situation évolue tellement rapidement que ça dépasse notre capacité d'adaptation. Donc, en ralentissant la crise, en s'achetant du temps, ça nous donne le temps de reprendre le dessus et de reprendre l'initiative dans la lutte contre la crise. Donc, encore une fois, je vérifie. Bon, pas encore de questions. N'hésitez pas. Maintenant, bon, le signal est toujours bon. Je m'excuse si je prends le temps de faire ça, mais c'est nécessaire pour m'assurer que tout progresse bien. Donc, comme vous voyez, le temps, c'est un facteur clé. À la fois pour la collecte d'informations et pour prendre des décisions, mais aussi pour se donner le temps de reprendre le dessus. Donc, quand on parle de leadership en situation de crise, en fait de leadership dans toutes les situations, mais particulièrement en situation de crise, chaque type ou niveau de leadership va avoir un différent domaine de préoccupation. Donc, par exemple, au niveau de l'État, on va parler de gouvernance plutôt que de leadership. On va parler, on va essayer de regarder le plus possible au très long terme. L'incertitude est très élevée. L'objectif, c'est de protéger la société et le peuple. Et prendre des décisions qui vont déterminer des politiques pour l'ensemble de la nation, du pays, de la région, de la province, peu importe. Il faut intégrer les aspects sociaux, politiques, économiques, sécuritaires. Donc, on le voit actuellement aux États-Unis avec le président Trump. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent à cet effet-là. Mais à mon avis, il fait bien de mentionner le fait qu'à un moment donné, il va falloir retourner à un semblant de vie normale. Donc, il faut commencer à penser à l'après-crise, ou même si la crise perdure, la pandémie perdure, qu'est-ce qu'on va faire à plus long terme? Dans la question exactement qu'est-ce qui doit être fait, ça c'est une question à étudier. Donc, un bon gouvernant, le niveau de gouvernance d'un État ou d'une province, d'une ville, il faut penser à très long terme et intégrer tous ces aspects-là, notamment l'aspect économique, parce que tout a un coût. Ce qu'on voit actuellement avec la pandémie, on prend des mesures sanitaires pour protéger la société et le peuple,
Et les politiques qu'on a prises sont axées sur la sécurité et l'hygiène publique et la santé publique. Par contre, il y a un aspect social, par exemple avec la distanciation sociale, l'isolement de certaines personnes. Il y a un prix politique à payer et il y a un prix économique à payer. Donc, un chef au niveau de la gouvernance qui doit penser à très long terme l'ensemble des facteurs qui vont influencer le bien-être d'un pays et ses politiques en termes généraux, en termes généraux, doit prendre en compte tous ces aspects-là. Ensuite de ça, au niveau de l'organisation, on va parler de leadership stratégique. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le leadership qui va viser à protéger ou à voir à la pérennité de l'organisation et de ses membres. On va parler d'une incertitude élevée. Et puis, le rôle principal du dirigeant au niveau stratégique, c'est de formuler des stratégies, des plans pour protéger l'organisation et ses membres dans un contexte d'incertitude élevée et en pensant au long terme. Donc, par exemple, si on est une entreprise qui emploie 10 000 personnes, par exemple, on peut prendre l'exemple d'une ligne aérienne, c'est évident que l'impact immédiat de la crise est très, très, très grave. Donc, on doit mettre à pied des employés, on doit les envoyer à la maison, on doit cesser les opérations aériennes, les vols, etc. Donc, tout ça, ça va avoir un impact économique et technique sur l'entreprise. Donc, le dirigeant de l'entreprise et son équipe stratégique de conseillers doivent tenir compte de ces facteurs-là. Ensuite, on va au niveau du leadership opérationnel. Qu'est-ce que c'est le leadership opérationnel? C'est les dirigeants et les cadres qui doivent mettre en œuvre les plans organisationnels et les stratégies organisationnelles qui ont été formulées au niveau stratégique. Donc, on peut parler, par exemple, d'une division au sein d'une entreprise ou d'un ministère. On est concerné beaucoup plus par le moyen terme. L'incertitude va être de niveau moyen. Et notre objectif, c'est de contribuer à la mission organisationnelle. C'est-à-dire chaque division et son dirigeant et son équipe de cadres ont un rôle à jouer dans la mission et la vision organisationnelle. Leur but aussi, c'est de veiller au bien-être du personnel et des clients et puis déterminer quelles sont les tâches à assigner. On doit structurer le travail ou les mesures à prendre ou les politiques internes pour être en mesure de contribuer à la mission ou aux objectifs organisationnels. Finalement, le leadership tactique, ça c'est le leadership à court terme, au jour le jour, et on parle de la direction d'équipe, les chefs d'équipe, les gestionnaires d'équipe, les superviseurs, etc. L'incertitude est basse parce qu'on parle du court terme. On sait ce qui va arriver demain, après-demain, dans les prochaines heures, mais dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est pas ça qui nous concerne autant que l'immédiat. On vise à contribuer à la mission divisionnaire. Donc, il va de soi que si une division dans une entreprise ou un ministère ou une institution quelconque veut contribuer à la mission organisationnelle, bien, les équipes de travail doivent contribuer à la mission divisionnaire au sein de cette organisation-là. Et on cherche à veiller au bien-être du personnel et des clients et puis à exécuter les tâches qui nous sont assignées. Bon, on a une question de Aguilas Abbas. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Je m'excuse si non. Mais dans le cas précis du COVID-19, pensez-vous qu'il est plus intéressant de confiner ou de dépister tout le monde? Bon, moi, je ne suis pas un expert en santé publique et encore moins en épidémiologie. D'après ce que j'ai pu comprendre, ce ne sont pas des éléments exclusifs ou des actions exclusives, mutuellement exclusives. On peut demander aux gens d'être confinés et puis de s'isoler afin d'aplatir la fameuse courbe. En même temps, on fait le dépistage, on fait les tests et pour pouvoir confirmer les données. Donc, si on retourne dans le graphique précédent, qu'est-ce que ça fait le confinement? Ça permet d'aplatir cette courbe-là.
sans nécessairement savoir la forme exacte de la courbe, les niveaux de contamination, les niveaux de propagation. Qu'est-ce que le dépistage va faire? Le dépistage va contribuer à la qualité de l'information et à la qualité des décisions afin de ralentir la crise et de reprendre le dessus. Donc, on voit que ces tâches-là ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Vous pourrez indiquer dans le chat si c'est le cas ou non. Donc, dans ce graphique, ce que j'entends démontrer, c'est un peu une combinaison de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. C'est la question du leadership et comment il doit évoluer, l'exercice du leadership doit évoluer avec la crise. Donc, souvent, on va entendre parler de leadership participatif ou démocratique ou consultatif, peu importe, de leadership directif et de leadership autoritaire. Ce que j'essaie de présenter ici avec ce graphique-là, c'est qu'ils ne sont pas, encore une fois, mutuellement exclusifs, ces styles de leadership-là. À chaque moment d'une crise correspond un différent type de leadership. Donc, par exemple, avant la crise, on peut se permettre d'être beaucoup plus participatif et de mettre l'accent sur les besoins individuels des personnes qu'on dirige et des relations interpersonnelles qu'on voit ici à droite. Par contre, au plus fort de la crise, quand il faut prendre des mesures draconiennes, comme on voit actuellement, et dans certains pays, on parle de vraiment interdire tous les contacts sociaux. Ce n'est pas le cas encore en Amérique du Nord, mais dans certains pays d'Europe et certainement en Chine au début de la crise, quand ça commence, quand vraiment on a réalisé en Chine que c'était une crise très grave, on a pris des mesures de confinement, d'arrestation, etc., des interdictions très, très, très graves. Ben, à ce moment-là, on est concentré beaucoup plus sur les besoins, les tâches à accomplir et la mission. À ce moment-là, le leadership autoritaire a beaucoup plus sa place. Et ce qui était important aussi durant cette période de crise, c'est que les gens que l'on dirige, les citoyens, les gens, la société en général, vont être beaucoup plus ouverts à un leadership directif et même un leadership autoritaire. Et vont même s'attendre à ce que les leaders, les dirigeants, prennent les devants et prennent des mesures beaucoup plus actifs et beaucoup plus draconiens pour lutter contre la crise. Bon, est-ce que ces mesures, toutes les mesures qui sont prises, sont nécessairement les meilleures mesures à prendre? Seul le temps va le déterminer. Mais l'important, c'est que la population va s'attendre à ce que les chefs se lèvent et prennent des décisions pour lutter contre la crise. Donc ça, c'est la période avant. On va parler beaucoup plus d'un leadership participatif. Au fur et à mesure, durant la crise, pendant la crise, au fur et à mesure que la situation devient de plus en plus claire et qu'il y a une prise de conscience, on va transformer son leadership et l'adapter aux besoins de la situation et devenir plus directif. Jusqu'au moment où on peut devenir carrément autoritaire et ordonner, par exemple, les fermetures de commerce, les interdictions de déplacement, etc. Et en grande, pour ainsi dire, à ce moment-ci, on est rendu vraiment au leadership autoritaire dans la plupart des pays. Après que la crise s'est résorbée ou que l'on a effectivement repris le contrôle de la situation et repris le dessus, on passe dans l'après-crise. Oui, il y a encore une crise, on va parler de leadership directif, mais à ce moment-là, l'objectif devient d'apprendre des leçons pour améliorer la situation, pour être en meilleure posture si jamais on doit confronter une crise à l'avenir similaire ou encore une crise généralisée qui demande des mesures similaires. Donc, à ce moment-là, le rôle du dirigeant, du chef, devient beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la base de nos expériences précédentes pour qu'on puisse effectuer des changements et des améliorations dans nos systèmes, nos structures, nos procédures.
Donc, continuons. Donc, ces trois types de leadership-là en situation de crise. Donc, le leadership autoritaire, c'est ni plus ni moins le leader ordonne, le dirigeant ordonne et prend des décisions clés et s'attend à ce que les suiveurs les acceptent et les exécutent sans question. On ne consultera pas les gens. Donc, et c'est ici que l'expertise technique devient importante. Donc, par exemple, un chef d'entreprise ou un ministre gouvernemental, un président, un premier ministre, n'a pas les connaissances techniques, l'expertise technique pour prendre des décisions sur la santé publique et des questions d'ordre sanitaire. À ce moment-là, il va y avoir consultation, mais dans un cercle très restreint de gens. On ne demandera pas l'opinion à monsieur et madame tout le monde et on ne leur laissera même pas la décision. Inversement, la population s'attend à ce moment-là qu'il y ait une autorité qui prenne les devants. Comment longtemps que ça peut durer? Là, c'est une question qui va être déterminée par l'évolution de la crise. La méthode de leadership autoritaire ne doit pas devenir la méthode par défaut. À l'autre extrême du spectre, ici, on a le leadership participatif. Qu'est-ce que c'est? C'est quand le dirigeant ou le cadre, le chef, donne des grandes lignes, des objectifs, les missions, etc., et puis laisse les suiveurs agir selon leur bon jugement. En d'autres mots, on va dire le quoi et le pourquoi. On va dire qu'est-ce qu'on doit faire, quel est notre objectif, pourquoi c'est important, et on va laisser les chefs subalternes, les membres de l'organisation, de l'équipe, déterminer la meilleure façon de le faire. C'est la même chose au niveau de la société. On a des grandes lignes qui sont axées sur les valeurs fondamentales, le fonctionnement social, et les gens sont laissés à eux-mêmes pour décider de la meilleure façon d'agir. Donc, c'est évident qu'avant une crise, on va primer le leadership participatif. Finalement, entre les deux extrêmes, on va parler de leadership directif. Des fois, on va être autoritaire, des fois, on va être participatif, selon les besoins de notre niveau, selon les circonstances particulières au jour le jour, d'un instant à l'autre. Le dirigeant va chercher à impliquer les suiveurs dans le processus décisionnel pour plusieurs raisons, en particulier pour avoir généré des bonnes idées. Il n'est pas possible pour une personne d'avoir toutes les idées. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire par un leadership directif? C'est de générer une participation, donc ça combine la participation avec un aspect très encadré, très structurant, qui nous donne le leadership directif, pour générer des bonnes idées. On veut aussi générer un sentiment d'appartenance. Pourquoi? Parce que si les gens, les suiveurs, ont participé à la formulation du problème, à l'identification du problème, ont aidé à prendre les décisions, ou du moins on leur explique pourquoi on prend les décisions, on a plus de temps pour le faire, ça va augmenter le sentiment d'appartenance et ça va donner un sens des responsabilités aux gens. Je reviens encore une fois à cette fameuse, à ce fameux diagramme d'aplatir la courbe. Ce fameux diagramme-là, ce graphique-là, je crois, a fait plus que toute autre chose. C'est l'image qui a permis à tout un chacun de comprendre quel était l'objectif. Sans ce graphique-là, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait bien compris la nécessité du confinement, de la distanciation sociale, de se laver les mains, de désinfecter, etc. Est-ce que c'est parfait? Non. Il y a encore des gens qui sont récalcitrants, mais l'important de ce diagramme-là, c'est que ça a permis aux gens de comprendre les décisions qui sont prises. Donc, si on revient ici, on parle d'un sens de responsabilité puis un sentiment d'appartenance. On a compris pourquoi c'est nécessaire de prendre ces mesures-là. Ça aide à générer de l'entraide et de la coopération et les gens sont beaucoup plus engagés socialement, personnellement, de façon intrinsèque à la résolution du problème qui confronte la société.
Donc, maintenant, parlons un peu de psychologie individuelle et collective. On a déjà parlé, en fait, on a commencé à en parler quand j'ai mentionné que durant une situation de crise, il y a beaucoup plus une ouverture au niveau de la société en général, au niveau des gens qui sont les suiveurs, les subalternes, les membres d'une organisation. On devient beaucoup plus ouvert à un leadership autoritaire. La raison est simple. Parce que ici, ceux qui ont peut-être fait des études en psychologie ou lu sur la psychologie vont avoir déjà vu ça. Ça s'appelle l'échelle de Maslow ou la pyramide de Maslow. À la base, euh, chaque individu et chaque collectivité va être préoccupé par la survie. Une fois qu'on a assuré notre survie, c'est-à-dire on a nos vivres, on a notre nourriture, on a un abri pour vivre, pour nous protéger de la météo, du climat, etc., on va commencer à penser beaucoup plus à la sécurité. Des fois, ça peut être inversé, mais grosso modo, à la base, on parle de survie et de sécurité. Ensuite, il y a la socialisation et le sentiment d'appartenance. En tant qu'humains, les groupes sociaux, les organisations nous donnent un certain niveau de sécurité et de survie. Mais quand on est en situation de crise, souvent, les groupes sociaux, les collectivités ont tendance soit à se scissionner, à se parcelliser, et ça va avoir un effet sur la sécurité et la survie. Finalement, quand on a assuré la survie, la sécurité et l'appartenance et la socialisation, on va chercher l'estime. On veut être respecté des autres et se respecter soi-même. Et finalement, au sommet de la pyramide, on parle de l'actualisation de soi. Ça, c'est chercher à atteindre son plein potentiel en tant qu'individu ou qu'organisation ou collectivité. En temps normal, donc, on a tout le loisir si les éléments, à mesure que chaque niveau de la pyramide de Maslow, des besoins, est comblé, on peut penser au niveau supérieur, jusqu'au moment où on parle d'actualisation de soi. Qu'est-ce qui arrive en temps de crise? C'est que on va descendre la pyramide jusqu'à des niveaux de survie, de sécurité, beaucoup plus rapidement. Donc, il devient impératif pour les dirigeants, pour les chefs, les gouvernants, les cadres, en situation de crise, de se préoccuper de la survie et de la sécurité avant tout. Et ce sont ces deux niveaux-là qui expliquent l'ouverture beaucoup plus grande des gens à accepter un leadership autoritaire de la part de leur chef. Pardon. Un autre aspect ou une élaboration du niveau de survie et de sécurité, c'est la question du système FFFS. Donc, quand on est en mode survie, c'est-à-dire quand on est confronté à une menace contre notre personne ou contre notre groupe, on va adopter un état de vigilance, on va être en mode veille, parce qu'on veut éviter de se faire attaquer, de se faire menacer. Donc, il est évident que dans une situation de pandémie ou d'épidémie, la menace, c'est la menace d'être infecté, de recevoir la maladie, de devenir malade et puis ensuite de mourir. Donc, cette menace-là nous met en état de vigilance plus élevé. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est là que le système des 3 F rentre en ligne de compte. Ça vient c'est un acronyme anglais, c'est une abréviation anglaise. On parle de Fight, Flight, Freeze System. Qu'est-ce que c'est? Fight, c'est combattre. Moi, j'ai mis, pour avoir un F en français, j'ai mis frapper. Ensuite, on peut fuir ou on peut figer. Donc,
Si quelqu'un rentre dans la pièce avec une hache et commence à vous courir après, ben, vous allez probablement fuir. Si on vous accule au mur, vous êtes dans un coin, vous ne pouvez pas sortir et fuir, vous allez vous battre. Vous allez frapper pour vous protéger. Une minorité de personnes vont figer. Okay? Ici, moi, je vis au Canada. Ici, on a les histoires des ours. Les ours peuvent parfois agresser les humains. À une certaine époque, on disait que la meilleure chose, c'était de jouer au mort, faire la mort. Donc, c'est comme figé. C'est un exemple de ce que ça peut représenter l'action du freeze ou de figer. L'important, c'est de savoir que peu importe ce qu'on prend comme mesure, qu'on décide de combattre, de fuir ou de figer, on peut devenir un fardeau administratif pour les autres. Pourquoi? Parce que si on décide de combattre et qu'on ne peut pas se reposer, si on décide de fuir et qu'on ne peut pas se reposer, on fait face à une situation d'épuisement. Et quand on est épuisé, on prend de moins bonnes décisions ou on évite de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, on est épuisé, on est stressé, on va céder à l'anxiété et même à la panique. La panique, c'est quand on cherche à fuir, peu importe. OK? Si on fige, ça aussi, ça peut mener à une incapacité qui crée aussi un fardeau administratif. Donc, quand on parle de leadership en situation de crise, une des préoccupations principales pour tout chef, tout dirigeant, c'est de gérer ce système-là et de gérer la possibilité d'épuisement et d'incapacité qui va mener au stress, à l'anxiété et à la panique. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut éviter que les gens se rendent dans le carreau jaune ici. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut diriger? Quelles sont les choses pratiques qu'on peut faire? Jusqu'à présent, j'ai parlé de choses assez générales. Maintenant, passons aux actions concrètes qu'on peut prendre. Ici, c'est un modèle de dynamique de groupe et de leadership que j'ai développé qui montre les éléments qui doivent préoccuper tout dirigeant dans l'exercice du leadership. Le leadership et la gouvernance sont tributaires de la vision qu'on se donne, des objectifs qu'on a, de la mission qu'on a en tant qu'organisation ou société ou équipe et des valeurs communes qu'on partage. Maintenant, autour de ça gravitent 4 fonctions essentielles de tout chef. Le premier, c'est le maintien du moral. Je vais y revenir à la fin. Ensuite, c'est la cohésion. Ensuite, l'alignement organisationnel et l'alignement du travail. Et puis finalement, l'humeur, c'est-à-dire les états d'âme du groupe et le moral du groupe, c'est-à-dire la volonté de persévérer. Commençons par la cohésion. Quand on parle de veiller à la cohésion, ça veut dire veiller ou créer un esprit de corps social ou organisationnel. Comment est-ce qu'on peut voir que la cohésion est bonne? Ben, on voit qu'il y a de l'entraide et de la coopération entre les gens. Que les gens, règle générale, gardent leur sang-froid. En d'autres mots, on ne cède pas à la panique, on ne cède pas à l'angoisse ou l'anxiété, on évite l'épuisement et l'incapacité. Donc, on garde notre sang-froid, ça veut dire qu'on garde notre capacité de penser rationnellement et de collecter de l'information avant de prendre des décisions précipitées, trop précipitées. Il faut voir aussi, est-ce qu'il y a des clics ou des factions qui se développent dans notre groupe. On doit veiller à ça pour éviter qu'il y ait des clics et que des conflits se dessinent à l'intérieur du groupe. Finalement, est-ce qu'on reste unis face à l'adversité? Donc, un bon chef va veiller à la cohésion de son organisation. Si on parle d'un gouvernant, si on parle d'un président, d'un premier ministre, d'un ministre, qu'est-ce qu'on va regarder? Ou d'un maire, d'un gouverneur provincial,
on va regarder la cohésion sociale. Si on parle d'un dirigeant organisationnel, d'un chef de division, d'un chef d'équipe, on va parler de la cohésion organisationnelle. Maintenant, le prochain élément, c'est l'alignement. Qu'est-ce que c'est l'alignement? C'est veiller aux structures et aux procédures. C'est-à-dire, ici, et une autre façon de voir ça, qu'on parle d'humeur, de morale, de cohésion, on parle de l'aspect inspiration du leadership. Si vous vous souvenez au début de la conférence, je parlais des deux tâches fondamentales du chef et des fonctions essentielles du leadership, c'est d'inspirer et de gérer. Donc, les trois duos ici, morale, cohésion, humeur, on parle d'inspiration. Alignement ici, on parle de structurer le travail. Donc, c'est la gestion. Donc, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Est-ce que les objectifs et la structure sont cohérents? En d'autres mots, est-ce qu'on a bien aligné nos objectifs avec les moyens qu'on se donne? Est-ce que tous dans l'organisation contribuent à l'exécution de la mission et l'atteinte de la vision et des objectifs? Est-ce qu'on a un équilibre organisationnel? Est-ce que les ressources sont attribuées, sont allouées selon les priorités et les capacités des gens? Donc, fondamentalement, est-ce que nous sommes tous alignés sur la même voie? C'est la question fondamentale qu'on se pose à ce niveau-là. Maintenant, deux aspects que je veux élaborer un peu dans cette question-là d'alignement. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais l'important, c'est de réaliser que, encore une fois, je reviens avec cette structure-là, avant la crise, pendant la crise, après la crise. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avant la crise? Bien, on veut réduire ou éliminer la probabilité d'occurrence de la crise. Donc, on va parler de prévention, mais aussi, on veut créer des plans d'urgence, des plans de contingence et mettre en place des préparatifs si, au cas où la prévention ne fonctionnerait pas ou échouerait, faillirait. Donc, le deuxième aspect, c'est l'atténuation. L'atténuation, c'est l'effort pour réduire ou éliminer les conséquences néfastes de la crise. Il y a deux phases là-dedans, dans l'atténuation, pendant la crise. Phase 1, c'est la détection. Est-ce qu'on est réellement en phase de crise? Et deuxièmement, c'est le confinement. On cherche à juguler ou à endiguer, dans ce cas-ci, la pandémie, la contagion, pour pouvoir reprendre le contrôle. Une fois qu'on a repris le contrôle, on passe dans la phase après-crise. À ce moment-là, le chef, les dirigeants, les gouvernants doivent commencer à regarder la récupération. Qu'est-ce qui va se passer dans l'après-crise? Donc, si on se reporte à un diagramme que j'ai montré plus tôt dans la présentation, c'était la question de une fois que le sommet de la crise a passé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, durant la crise même, un bon chef va commencer à penser à la reconstruction, la récupération, le rétablissement de la normalité après la crise. S'il est très occupé ou a des responsabilités très accaparantes, on va peut-être nommer quelqu'un ou une petite équipe pour commencer à penser à cette phase 3. L'important dans tout ça, pour la gestion de crise, la gestion de risque, c'est qu'un bon dirigeant, un chef qui veut exercer un leadership efficace et responsable doit penser à la période avant, pendant et après la crise et à la prévention, aux préparatifs avant la crise et durant la crise aux trois phases, c'est-à-dire la détection, le confinement et la récupération. Donc, c'est une façon de structurer le travail qui va nous permettre de créer un alignement des structures et des procédures durant la crise. Un deuxième aspect à considérer, puis ici je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais il faut équilibrer la responsabilité, l'autorité et la redevabilité. Un autre mot pour redevabilité, c'est l'imputabilité. Donc, ça, c'est une organisation typique.
peu importe qu'est-ce que ça pourrait être, une entreprise, une école, une institution d'études postsecondaires, ça pourrait être un ministère, l'armée, la police, peu importe. On va assigner les responsabilités du haut vers le bas, ainsi que l'autorité pour prendre des décisions et prioriser et allouer et utiliser certaines ressources. Les gens doivent accepter les responsabilités et vont être redevables et imputables de l'utilisation des ressources et de leurs actions et décisions en tant que dirigeants et cadres vers le haut. Et il y a aussi une imputabilité et une responsabilité mutuelle entre les gens qui occupent des fonctions similaires dans différentes parties de l'organisation. Donc, on doit avoir une chaîne, ce qu'on appelle, les militaires parlent de la chaîne de commandement, c'est de ça qu'ils parlent. C'est de ça qu'ils parlent, c'est l'équilibre de responsabilité, autorité et redevabilité pour tout un chacun dans l'organisation, mais particulièrement pour les dirigeants et cadres, ceux qui ont des responsabilités de leadership. Maintenant, on passe à l'humeur. Le chef a veillé à la cohésion, il a structuré son organisation, il a créé l'alignement. Maintenant, il doit s'occuper de l'humeur des gens. Qu'est-ce que c'est l'humeur? C'est les états d'âme. Est-ce que les gens sont positifs ou négatifs? Est-ce qu'ils proposent des solutions aux problèmes? Est-ce que les gens acceptent l'autorité du chef? Est-ce qu'on cherche des opportunités plutôt que des problèmes? L'important ici, c'est de ne pas confondre l'humeur avec le moral. Pourquoi? Parce que le moral, c'est la volonté de vaincre. Est-ce que nous avons la volonté de persévérer jusqu'à la victoire? Dans le cas de cette crise-là, qui nous confronte actuellement, ben la victoire, ça va être quoi? Ça va être le retour à la normale, où on va avoir suffisamment aplati la courbe pour permettre de prendre des actions et de reprendre la normalité, plus ou moins. Donc, les questions fondamentales que le chef, qu'un bon leader doit regarder quant au moral, c'est est-ce que les gens croient à la mission et à la vision de l'organisation? Est-ce qu'ils ont confiance au chef? Est-ce qu'ils ont confiance à la direction de l'entreprise, de l'organisation, du gouvernement? Quand on perd confiance en nos chefs, ben c'est là que le moral va commencer à chuter. Est-ce qu'on a confiance en nous-mêmes et en nos pairs, en nos associés, nos collègues dans l'organisation ou nos concitoyens? Donc, la chose importante, ne pas confondre morale et humeur. L'humeur, c'est une façon de juger du moral du groupe, mais ce n'est pas la même chose. Si on doit priser quelque chose au-delà de tout, c'est le moral. Mais l'humeur, la cohésion et l'alignement autour d'une vision commune, d'une mission commune et de valeurs communes vont contribuer au moral du groupe. Comment est-ce qu'on sait que le moral est fort? Bien, dans un premier temps, on va avoir de l'optimisme. Les gens sont optimistes. Qu'est-ce que ça veut dire être optimiste? C'est que les choses vont en progressant. Les choses vont être meilleures dans un certain laps de temps. Est-ce que les choses vont être meilleures demain? Pas nécessairement. Mais on est prêt à faire le travail et les sacrifices pour que la situation s'améliore. Mais le fondement de l'optimisme, c'est quoi? C'est le réalisme. On ne peut pas être optimiste vraiment si notre évaluation de la situation n'est pas réaliste. Donc, le chef doit s'assurer qu'il y a un certain optimisme, mais le fondement de ça, c'est le réalisme. C'est-à-dire, le chef va dire, voici la vraie situation. On ne peut pas cacher la vraie situation. On va regarder aussi, est-ce que les gens coopèrent et s'entraident? Est-ce qu'ils sont prêts à faire les sacrifices pour le bien de la cause? Est-ce qu'on critique, mais de façon constructive? Qu'est-ce que c'est la critique constructive?
La critique constructive, c'est pour améliorer nos actions, nos plans, nos mesures en fonction de notre mission et de notre vision. Donc, si les gens critiquent de façon constructive, ça, c'est très positif et c'est un bon signe que le moral est fort. Et finalement, la confiance. En termes de humeur ou d'état d'âme, il est crucial de s'assurer le bien-être des suiveurs. Donc, encore une fois, on se reporte à l'élément de psychologie collective et individuelle. Les gens ont peur pour leur survie, ils ont peur pour leur sécurité. Donc, on doit, en tant que chef, s'occuper du bien-être de nos suiveurs, spécifiquement de ces deux points de vue-là. Donc, on doit être présent et visible à notre organisation, à la population, peu importe notre position dans la société. On doit communiquer efficacement, poser des questions, ne pas avoir peur de parler aux gens. C'est pour ça que c'est important d'avoir, par exemple, des points de presse. On doit assurer les services essentiels pour la survie et la sécurité. Un élément qu'on oublie souvent, mais si on se reporte encore une fois au FFFS, le système de fuite, le Fight, Flight and Freeze Syndrome, ou système, c'est que le repos et la récupération sont cruciaux. Tant pour le chef, lui ou elle-même, mais aussi pour les suiveurs, pour les autres cadres, pour les chefs subalternes. On ne doit pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On doit prendre pour acquis que la crise pourrait perdurer et donc on doit être en mesure de se relayer et de se reposer et se ressourcer de façon régulière. L'importance d'établir et de maintenir des routines et un horaire précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, par exemple, on va tenir des points de presse, un point de presse quotidien, à la même heure à tous les jours. Ce seront tout le temps les mêmes personnes qui vont parler, ou du moins, le chef va être là, le dirigeant, le gouverneur, le gouvernant, pour diriger et répondre aux questions. S'il y a des questions techniques, d'ordre technique où l'expertise est requise, on va parler, on va passer le micro à des experts techniques. C'est ce qu'on voit actuellement avec la plupart des pays. Donc, quand on a des questions d'ordre technique, on donne la parole aux épidémiologistes, aux médecins, aux experts en santé publique. On doit établir une chaîne de commandement et contrôle clair. Donc, c'est ce que je vous montrais plus tôt quand je parlais de l'alignement organisationnel comme rôle du chef. Un des rôles cruciaux du chef, c'est d'établir une chaîne de commandement, c'est-à-dire de responsabilité, d'autorité et d'imputabilité qui est claire et précis. Et finalement, il faut être aux aguets pour des signes d'épuisement, d'anxiété et de panique chez nos suiveurs. Donc, tout ça, ces 7 éléments-là vont nous permettre d'assurer le bien-être de nos suiveurs tout en effectuant notre mission. Donc, je ne vais pas passer à travers de tous ces éléments-là. On pourrait peut-être faire une autre présentation ou vidéoconférence la semaine prochaine. Ce que je voudrais faire à ce stade-ci, il nous reste peut-être une minute ou deux. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'au niveau du chat ou quoi que ce soit, on voudrait proposer des questions ou poser des questions? Donc, je pense qu'on va conclure maintenant. Je vais juste revenir. Donc aujourd'hui, on a parlé du leadership face à la crise et j'ai utilisé l'exemple très pertinent de la crise du COVID-19 parce qu'on est en train de le vivre actuellement. Mais les principes, les éléments, les concepts qu'on a vus sont applicables à n'importe quel type de crise,
voire même au leadership, à l'exercice du leadership, peu importe la situation, que ce soit avant, pendant ou après une crise. On a parlé de l'apparition et l'évolution d'une crise et comment le leadership doit s'adapter à cette évolution de crise-là. On a regardé, on a vu les différents types de réactions psychologiques individuelles et collectives. On a vu les tâches essentielles d'un bon chef en situation de crise. On a vu qu'il est essentiel de formuler une vision, une mission, d'agir en fonction des valeurs communes, de veiller à la cohésion, à l'alignement, à l'humeur et au moral de l'équipe, du groupe ou de la société en général, si on est un chef politique, un gouvernant. On a regardé aussi de la nécessité d'avoir des structures ou des cadres de référence pour bien structurer le travail, pour que les gens aient confiance en notre capacité de gérer de la crise, ce qui va ensuite avoir une influence sur notre capacité d'inspirer les autres. Et puis finalement, on va regarder, on n'a pas eu le temps de regarder d'autres conseils plus généraux. Peut-être qu'on pourrait faire ça si la demande est là dans une autre présentation. On a une question ici de Sonia Gorab. Quelle qualité doit avoir un leader pour bien gouverner en temps de crise? C'est une excellente question. Moi, je dirais la première qualité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Si on est un gouvernant, par exemple, ça pourrait être un gouverneur d'une province, un maire, un député, un ministre, un président, un premier ministre. Si on n'est pas capable de prendre une décision euh, et, euh, et, de la communiquer adéquatement, ben, on ne sera pas un leader efficace pour gouverner en temps de crise ou pour diriger en temps de crise. Une autre qualité essentielle, selon moi, c'est l'empathie ou la compassion. C'est-à-dire d'être capable de se mettre dans la peau des autres personnes et de savoir ou d'imaginer qu'est-ce que ça peut être pour eux, la situation. Donc, si on parle de quelqu'un qui est isolé, déjà isolé, donc quelqu'un qui vit seul ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui n'a pas accès aux médias sociaux ou à l'Internet haute vitesse pour pouvoir accéder aux communications publiques, etc. On doit se mettre dans leurs souliers et voir si moi j'étais dans cette situation-là, quels seraient mes besoins. Et puis finalement, je pense que le dernier ou la dernière qualité essentielle pour bien gouverner ou diriger en temps de crise, c'est tout simplement un bon jugement. C'est la capacité d'appliquer la logique, des méthodes rationnelles. Et pour ça, ça peut nécessiter une certaine expérience de vie, mais aussi une certaine expérience professionnelle. Donc, quelqu'un qui n'a jamais exercé des fonctions de leadership auparavant ou avant la crise va avoir de la difficulté à avoir l'ascendant durant la crise. On a une autre question de Myriam Amdouni. Merci pour la question en passant, Mme Gorab. Une question de Myriam Amdouni. La question aujourd'hui, les gens sont confus entre vie familiale et vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans ces cas? Je ne suis pas sûr si je comprends très bien la question, mais prenons pour acquis que vous voulez dire est-ce que les besoins sont différents dans la vie familiale et la vie professionnelle? Bien, premièrement, quand on parle de confinement social, de distanciation sociale, des mesures sanitaires qui sont prises, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Cependant, dans la vie professionnelle, la communication est essentielle. On veut peut-être continuer à travailler à distance, tout dépendamment des pays et de la capacité Internet, de la présence des technologies, par exemple, que ce soit Facebook ou des technologies qui permettent de faire des vidéoconférences, de se consulter mutuellement et de travailler avec les clients, de travailler en équipe, mais de façon virtuelle, c'est-à-dire à distance. On peut continuer à faire ça. Dans la vie familiale, souvent, surtout si c'est une vie familiale remplie de beaucoup de gens, où on a des familles, des grandes familles, où on a beaucoup de gens qui sont confinés ensemble dans une maison,
les difficultés sont tout autres. Et puis, si quelqu'un a 5 enfants et la grand-mère vit avec la maison, il y a un cousin, et puis les 2 parents, et puis on est pris dans une maison avec seulement 2 chambres à coucher, ben c'est évident que c'est beaucoup plus difficile. Mais il faut avoir des règlements, il faut avoir des routines très, très, très exigeantes. Et on peut permettre, par exemple, aux enfants d'aller jouer dehors, en autant qu'ils restent proches de la maison, qu'il n'y a pas trop de contact, etc. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question de cette façon-là. Donc, on arrive à 1 heure, donc midi et 5 à peu près, donc, ou midi et 6. Je pense qu'on va terminer ça là. Et puis, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, pour avoir posé des questions très, très, très pertinentes. Et comme je l'ai dit, euh, OK, on a d'autres questions. Bon, ben, on va continuer. Donc, Beljilali et Kenza, j'espère que j'ai prononcé ça correctement. Merci pour votre présentation. S'il vous plaît, quelle est d'après vous la méthodologie pour améliorer le moral d'une communauté, pour les mener à agir positivement? Eh bien, je pense qu'un des facteurs clés pour améliorer le moral, je pense que j'ai déjà donné les éléments essentiels. On peut les revoir très rapidement. Euh, tout. Quoique je les ai présentés dans le contexte du bien-être des suiveurs, mais d'être présent et visible, de communiquer, d'assurer les services essentiels, tout ça aussi va contribuer au moral de la population des gens. Mais il ne faut pas oublier non plus que probablement le principe de base, la nécessité ou l'essentiel dans le leadership, dans l'exercice du leadership, c'est de donner le bon exemple. Donc, si on dirige de la façon que nous, on voudrait être dirigé, ben, ça va avoir un effet direct sur le moral. Il faut aussi être très exigeant envers nous-mêmes et envers ceux qui travaillent pour nous ou ceux avec qui nous collaborons. Donc, c'est critique. Donc, si vous combinez ces éléments-là avec la nécessité de donner l'exemple et de donner un bon exemple et aussi de bon, je suis sur le webcam, j'espère. Est-ce que je suis encore là? Bon, c'est ça. Je m'excuse, mais des fois, merci pour votre réponse. Sonia Gorab, une autre question. OK. Est-ce que c'est légitime qu'un manager demande sa démission en temps de crise? Euh, Moi, je dirais que non. Si on est là pour le bon, on doit être là pour le plus difficile aussi. Donc, quelqu'un qui demande sa démission en temps de crise parce qu'il veut éviter le travail ou la difficulté, je pense que c'est quelqu'un que, euh, bon, s'il n'occupe pas une fonction essentielle, moi je dirais laissez-le partir, mais quand la crise va être résorbée, qu'elle va être finie, on ne le réembauche pas. Mais moi je vous dirais, en règle générale, c'est pas légitime euh, parce que c'est durant la crise qu'on dépend des gens et qu'on veut les avoir avec nous. Et puis, ils sont en train de prouver qu'ils ne doivent pas, qu'on ne peut pas se fier à eux. Donc, je dois terminer ça là. Si vous avez d'autres questions, continuez à les poser. Et puis, je vais voir si je peux y répondre dans les prochaines minutes ou les prochaines heures ou demain. Et puis, si vous voulez d'autres présentations similaires, je peux le faire. Et puis, vous n'avez qu'à proposer ici sur le site web, dans les commentaires, etc. Et puis, je vais essayer de voir si on est capable de faire une présentation là-dessus et de vous permettre encore une fois de poser des questions. Je suis très impressionné par la participation, surtout au niveau de l'Algérie et tout ça. Donc, je vous remercie. Donc, on va terminer ça là et puis au plaisir.